Le cinéma de Michael Herz, c'est avant tout un cinéma de terroir. Son champ d'action dans lequel se déroulent les films, ça représente à peu près 40 km carrés. Donc près de Paris, dans la banlieue ouest. Michael Herz, son cinéma, il était une fois dans la banlieue ouest. C'est en opposition au cinéma plus traditionnel qui concerne plus le 93, la banlieue est où il y a effectivement pas mal de problèmes. Donc c'est son originalité et c'est assez important d'avoir des cinéastes ou des auteurs de terroir parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent bien. C'est pas la peine de s'étaler sur 20 ou 30 pays, on y passe comme ça quelques heures sans vraiment rien y connaître. Tandis que lui, il a son quadrilatère ou son rectangle, qui est un peu paradoxal puisqu'il est composé à la fois de la nature avec les arbres sur la colline et puis le début de Paris. C'est assez rare dans le cinéma d'avoir une relation directe entre Paris et la nature dans le même plan, parce que effectivement autour de Paris c'est un peu plat, sauf dans cette région-là. Et dans ce secteur sud-ouest, on peut à la fois avoir la présence des collines, des arbres, et puis l'industrie, les grands buildings de Paris. Très peu de cinéastes ont joué comme ça sur ce rapport entre les deux. Il y a eu par exemple Agnès Varda, où on voit le parc Montsouris dans Cléo de 5 à 7, ou le Jardin du Luxembourg, par exemple, dans Tous les garçons s'appellent Patrick de Godard. Mais c'était encore à l'intérieur de Paris et il n'y avait pas vraiment de contraste. Alors que là, il est net, il y a un contraste dans le plan. La vie, c'est souvent un aller-retour. On vit dans la banlieue ouest, hein, du côté de Sèvres ou de Saint-Cloud. On va travailler la journée à Paris et puis on revient le soir à Saint-Cloud. Alors c'est en même temps très intéressant parce que vivant là-bas dans ce secteur, il connaissait la vie et les lumières à toutes les heures du jour. Donc il tourne fréquemment au crépuscule ou au petit matin. Et il jouait beaucoup, il joue des lumières. Donc on voit les lumières de la ville qui s'allument et qui s'éteignent, avec quand même le premier plan de verdure. Et puis ça peut être très différent. Paris est un peu plus chaud parce que là il y a beaucoup d'industries et les voitures circulent, alors que du côté de Saint-Cloud c'est plus froid. Et on voit les personnages comme ça, leur haleine qui sort de leur bouche. Ça donne un côté extrêmement vivant. Donc des rapports de contradiction entre deux mondes, souvent dans le même plan. On a d'ailleurs un plan je crois que c'est dans Memory Lane, on a le croisement des deux lignes de chemin de fer, l'une au-dessus de l'autre, pour aller à Versailles, près de Meudon. C'est un film où il y a un gros travail sur la lumière, et alors que la lumière, on la travaille souvent en intérieur parce qu'on domine bien la chose, c'est assez facile relativement pour un opérateur. Lui, c'est plus la lumière du dehors, donc les lumières artificielles des éclairages et dans l'ensemble des extérieurs qui montrent. Le cinéma n'utilise pas tellement la lumière des extérieurs. Il y a des films comme Duel au soleil, par exemple, où effectivement il y a tout un travail avec des noirs très marqués, des ombres en principe
mais accentuée par le dispositif d'éclairage à l'intérieur du désert. Ou par exemple, dans les films des frères Cohen, on trouve ça un gros travail sur la lumière en extérieur, mais c'est rare. Donc il y a toute une vie qui s'organise et on voit notamment les lumières des maisons qui s'allument et qui s'éteignent. Par exemple dans Montparnasse, qui rappelle un peu l'accord d'Hitchcock. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, particulièrement dans le cinéma français. Bon, ce n'est pas la seule originalité du cinéma de Herz. Il y a aussi le fait que le cinéma d'auteur, comme on dit, c'était souvent deux personnages ou un triangle d'amoureux, hein. Tandis que lui, c'est un cinéma de groupe. Ils sont 4 ou 5 oui, dans Primrose Hill et 6 ou 7 dans Memory Lane. Ce qui est très rare, la nouvelle vague, donc c'était une femme entre deux hommes. Tandis que là, c'est le groupe qui continue d'ailleurs le cinéma américain avec le petit groupe qu'on trouve chez John Ford. C'est Michael Herz, c'est un peu le John Ford américain à ce point de vue. Mais il est aussi dans la continuation d'un autre grand cinéaste du groupe qui est Canté. Qui avait eu d'ailleurs la Palme d'Or au Festival de Cannes avec Entre les murs. Et ils sont très peu nombreux à travailler sur le groupe, montrer toujours des personnages ensemble. On trouvait ça aussi chez Colin Serrault dans Saint-Jacques-la-Mecque. Donc pas de personnage principal vraiment, mais tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, et il y a des incidentes comme ça sur les comportements particuliers de l'un ou de l'autre. Ce qui est détonnant dans ces films, c'est aussi qu'il y a ce petit groupe et ils se déplacent. Et ils se déplacent pratiquement sans raison, sans raison valable. Ils vont d'un endroit à un autre, mais il n'y a rien qui les presse. Or, ils marchent très vite. Et dans la vie, d'ailleurs, souvent, on marche très vite. Les Parisiens sont des gens pressés, mais en fait, c'est une vie de routine qui est contradictoire avec cette vitesse de marche. Alors il y a cet élément contradictoire qui est dans le plan. Il monte un chemin d'une colline à toute allure et il parle de baliverne. Je me suis dit aussi que cette vitesse, elle est assez compréhensible parce qu'on entend la musique qu'il y a sur les images et on a l'impression qu'il marche au rythme de la musique. Mais on n'entend pas de musique dans le chant. Ça a été filmé sans musique et on ne les voit pas avec des écouteurs. Alors je suppose qu'il a dû leur donner, il a dû leur faire écouter la musique avant pour les mettre dans le rythme. Mais c'est assez impressionnant. Et ce qu'il y a de fort aussi, c'est la façon de parler de rien. Et le rien veut dire beaucoup de choses chez Herz. Parce qu'il y a leur façon d'assister sur des choses qui sont sans grand intérêt, comme par exemple le sujet d'une thèse, ou bien ce que l'autre a dit l'autre jour. Bon, c'est sans intérêt, mais la façon dont la fille reproche au mec, fait des reproches au mec sur ce sujet-là, ça indique qu'elle s'intéresse à lui et qu'il y a une certaine relation amoureuse sous-entendue entre les deux, sans que rien ne soit dit. Sa force, c'est de tout dire avec le rien dire. On en a la preuve, par exemple, dans Memory Lane,
où il y a une scène magnifique entre un jeune qui est paumé, Raphaël, je crois il s'appelle, qui est plus ou moins en dépression nerveuse et qui fortuitement est amené, parce qu'il y a quelqu'un qui doit faire un déplacement, le père de l'enfant, il est amené à garder une fillette de 8 ou 10 ans pendant quelques minutes. Et ça lui fait peur parce qu'il est dans son propre monde, à côté de ses pompes, et il y a cet enfant qui doit plus ou moins surveiller, et il est très mal dans sa peau. Et Herzl réussit à montrer tout ça sans parole, et même à faire percevoir que la petite fille, bon, qui en principe ne devrait pas tout comprendre, saisit très bien la situation et voit que le mec est paumé et cherche même un peu à l'aider. Donc il y a une sorte de rapport entre les personnages, rien qu'avec l'image, les attitudes et les regards, qui est magnifique. Moi, ce qu'il y a de magnifique, par exemple, encore dans Memory Lane, c'est le personnage du père, incarné par Didier Sandre. Il est atteint d'un cancer et on peut penser que ses jours sont comptés. Alors le cinéma traditionnel, en principe, il fait tout un pathos là-dessus, ou bien le mec est sauvé, ou bien il y a tous les dispositifs médicaux qui sont montrés, et puis il meurt à la fin dans des circonstances dramatiques. Tandis que c'est simplement des touches discrètes qu'il y a chez Herzl, parce qu'un personnage qui est comme ça, euh, euh, à la veille de sa disparition en quelque sorte, il cherche plutôt à gommer ça. Et il y a des fois dans le film quelques petites manifestations physiques, mais il cherche à les atténuer vis-à-vis de son entourage. Il ne veut pas inquiéter ses proches, ni s'inquiéter lui-même. Il pense qu'il dominera la situation. Et c'est cette dédramatisation qui est extrêmement forte. De même, il parle des problèmes de violence dans les banlieues, même la banlieue ouest, ça arrive. Mais c'est esquissé, par exemple, on voit des mecs, je ne sais pas si c'est des skinheads ou autres, qui, dès que le train est parti, se mettent à frapper de l'extérieur violemment contre les vitres. Ou quelqu'un qui se fait plaquer au sol parce qu'il vole des livres, je ne sais plus si c'est dans une bibliothèque euh, euh, ou quelque part, ou dans une librairie. Mais c'est 3 secondes, 4 secondes, c'est esquissé toujours. Et il en dit beaucoup plus long que tous les mauvais cinéastes qui insistent effectivement gravement sur la chose. Et puis il y a une certaine façon d'introduire les choses, c'est-à-dire il y a un thème très important dans tous les films de Herzl, c'est celui de la disparition. Il y a un personnage qui a disparu, comme ça on s'en aperçoit, ou qui va disparaître. Il y a la présence de la disparition, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un court-métrage, enfin un sketch de Montparnasse qui s'appelle Aude, mais Aude, on ne la voit jamais, ce qui est un bon truc d'ailleurs au cinéma, avoir le nom d'un personnage, et on ne le voit jamais, c'est le principe Adiros dans le film de Mankiewicz, Une lettre à 3 femmes, on parle tout le temps d'elle, mais on ne la voit jamais. Hein. Ou le troisième homme qu'on voit simplement à la fin du film avec Orson Welles ou Nathalie Granger de Marguerite Duras, où il y a deux grandes vedettes, dont Jeanne Moreau et Lucia Bosé, mais on les voit peu, et Nathalie Granger, c'est la petite fille qu'on voit pas. Mais donc, je m'égare un petit peu. Le principe, c'est toujours d'évoquer la disparition qui est elle-même évanescente en quelque sorte. Il y a certainement dans sa vie un traumatisme d'une disparition, mais il n'a jamais voulu le dire. Mais ça me semble tout à fait évident.
Enfin, on pourra faire des thèses dans les années futures. Ceux qui étudieront l'œuvre de Herse peuvent faire un gros mémoire sur la disparition dans l'œuvre de Herse. Ce qu'il y a de très fort aussi, lui, finalement, c'est un spécialiste du film érotique, mais qui est au-dessus de tous les films érotiques, parce qu'il cherche à montrer l'amour plus ou moins en temps réel. Dans le film pornographique, comme dans les films à grand succès, bon, il faut que l'action soit assez galopante. Donc, c'est le principe du Speedy Gonzales qui est contraire, effectivement, à la description de l'acte amoureux. Mais c'est étonnant, dans tous les films à succès, ça se passe en 3 plans et 15 secondes. Tandis que lui, il essaie de... il ne va pas jusque-là, mais il essaie de montrer l'amour un peu avec le temps de l'amour. Notre cinéma oublie la durée parce qu'on est accaparé par la vitesse, le besoin de travailler vite, d'agir vite. Et c'est dans Primrose Hill, il y a une scène de 11 minutes qui est magnifique, où les personnages déshabillent un peu l'un l'autre. Des fois, c'est l'homme qui se déshabille lui-même ou c'est la fille qui le relaie. Enfin, il y a tout un jeu musical en quelque sorte. D'ailleurs, les films de Herse sont des films très marqués par la musique qui représente la nostalgie et qui nous amène à une vision plus humaine de l'amour et qu'aujourd'hui on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait, à mon avis, de Michael Herse, avec Isabelle Prim, l'un des 2 grands cinéastes français de demain.